Bonjour, je suis Laurine de Rosaline et Suzanne. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Euh, je suis très heureuse de réussir à la tourner. Je ne vais pas vous mentir, j'ai tourné cette vidéo déjà plusieurs fois. Beaucoup d'aléas, des périodes d'image très médiocres. Voilà, je pense que si je ne la tourne pas aujourd'hui, je pense que je vais finir par renoncer à la tourner. Je la prépare déjà depuis plusieurs semaines, donc j'espère qu'aujourd'hui tout ira bien malgré le fait que je sois installée et qu'il y ait un peu de lumière. Je fais au mieux et écoutez, aujourd'hui il y a de la lumière, c'est déjà une bonne chose. D'habitude il fait pratiquement noir et l'image est très médiocre. Donc je voudrais commencer cette vidéo en remerciant très sincèrement tous ceux qui soutiennent cette chaîne par leur présence, tous les nouveaux arrivants, mais également tous ceux qui, très fidèlement depuis le début, la suivent. Voilà, ils laissent des marques de leur passage d'une manière ou d'une autre. Chacun, comme je l'ai dit, fait vraiment ce qu'il peut. Sachez que tout est apprécié, que c'est vraiment grâce à ce soutien qu'on a envie de continuer, que j'ai envie de continuer à créer du contenu. J'ai presque fait dire du contenu de qualité, mais je n'irai quand même pas jusqu'à là. Du contenu en tout cas qui a le mérite d'exister et qui, j'espère, vous procure autant de plaisir que moi j'en ai à le créer. Voilà, je ne vais pas parler davantage, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris aujourd'hui, comme l'indique le titre, nous allons parler de petits bouts de tissu. Alors, vous l'aurez compris, nous allons parler de patchwork, nous allons parler de quilting. Alors, je n'aborderai pas ici l'aspect technique du quilting ou du patchwork parce que tout simplement, je ne suis absolument pas une spécialiste sur la question, loin s'en faut. Je me suis, moi, intéressée à l'aspect historique. Est-ce que c'est bien le mot? Je ne sais pas, mais je me suis intéressée à la façon dont le patchwork était né, comment est-ce qu'il a évolué et comment est-ce qu'il a fini par revenir et faire l'entrée qu'il fait de nouveau en France. Voilà ce qui m'a intéressée, ce qui m'a amené à faire des recherches. Je vous rassure tout de suite, cette vidéo ne sera pas excessivement longue, hein, j'ai condensé beaucoup. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez, faire autre chose en m'écoutant si le sujet vous intéresse. J'y joindrai certaines photos quand ça sera possible, mais sinon je vais surtout parler. Voilà, alors si vous êtes toujours là, si vous n'avez pas pris vos jambes à votre cou à l'énoncé du sujet, écoutez, nous allons commencer. Nous allons déjà évoquer la différence entre patchwork et quilting. C'est un terme qui est souvent indifféremment utilisé, voire mélangé. Quelle est la différence? Alors, le mot patchwork est un mot anglais qui peut se décomposer ainsi, le mot patch qui signifie pièce et le mot work qui signifie travail, donc le travail des pièces. Voilà. Et le mot quilt est dérivé d'un mot latin qui signifie matelas ou coussin, qui est aussi originaire, ce mot du sud-ouest de la France, un mot très ancien, ce qui a donné le terme anglais dérivé quilt, qui signifie donc matelassage, puisque la langue anglaise a également des origines latines. Donc quilter, matelasser, patchwork, assemblage de pièces, quilter, matelasser. Matelassé, vous avez donc trois épaisseurs, hein, vous le savez certainement, le tissu de base, qui donc peut être du patchwork ou pas, vous l'aurez compris, le molletonnage, le matelassage, suivant les endroits, suivant les pays, suivant les techniques, il peut y avoir différentes choses. Souvent, nous, on met du molleton et vous posez un fond à votre ouvrage. Le tout est maintenu par des points qu'on appelle en général des points de piqué. Pareil, il y a différentes techniques dans le piqué. Je n'aborderai pas la question ici. Il y a différentes techniques. Voilà. Pour vous expliquer la différence entre ces deux termes. Est-ce que c'est grave de les mélanger? Non. Il est très probable que moi-même, en vous parlant, je vais mélanger les termes également. De plus, je fais aussi une parenthèse. Là, ce sont mes recherches. J'ai fait de mon mieux et je peux avoir fait des erreurs. Je peux m'être trompée.
Je le dis tout à fait honnêtement, je vous mettrai d'ailleurs mes sources, certaines de mes sources en bas. Et si j'ai fait des erreurs, écoutez, j'en suis vraiment très confuse. Dans tous les cas, je le fais dans le but de partager avec vous ces informations et de vous faire connaître un sujet pour vous donner aussi envie peut-être de pratiquer cette technique qui est le patchwork. Voilà, on va repartir, cette parenthèse étant faite, nous allons repartir et on peut se poser notamment la question depuis quand la technique du patchwork, de l'assemblage des pièces ou du matelassage. Il faut savoir que c'est une technique très ancienne, jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ, on retrouve des traces de cette technique. C'est également une technique très ancienne que l'on a retrouvée en Égypte, en Inde. C'est une technique que l'on retrouve au Japon, qui était à l'origine une technique de rapiessage que l'on appelle le boro et qui est maintenant vraiment élevée au niveau de l'art textile. C'est quelque chose d'extraordinaire, le boro. Je n'évoquerai pas le sujet non plus aujourd'hui, même si j'ai très envie de le creuser, parce que déjà ça serait trop long et je ne pouvais pas partir dans toutes les directions. Mais c'est pour vous expliquer ce que ce sont des techniques qui, sous une forme ou sous une autre, existent déjà depuis un certain temps. Alors, il faut savoir qu'au départ, la technique du patchwork est anglaise. Alors, tout commence comme souvent dans les classes les plus pauvres, par nécessité bien entendu, très rapidement. On rafistole, on met des pièces, on fait durer, on raccommode, on superpose des pièces, on crée des tissus avec d'autres. Voilà. Cela finit par atteindre les couches entre guillemets plus aisées de la population et certaines femmes développent un passe-temps sur cette base, développent ça sous forme de passe-temps. Ça devient un passe-temps très raffiné d'ailleurs. Et c'est là comme ça que naît notamment la technique du jardin anglais. On utilise évidemment dans le milieu aisé, on utilise de très jolies matières hein, et à l'époque notamment on capitonne et pour des raisons de confort et de chaleur on capitonne notamment les sous-vêtements. Mais tout ça se passe dans une classe aisée, on n'est absolument pas dans le domaine de la nécessité. Alors pour en revenir au jardin anglais et à la technique anglaise, on utilise des gabarits. Papier, carton, plastique maintenant, pendant un temps il y a même eu des petites des gabarits en métal très fin. Je me suis aperçue avec beaucoup de surprise qu'à l'île de la Réunion, ces hexagones, exactement les mêmes, font partie aussi d'une pratique traditionnelle de patchwork. Je ne sais absolument pas par contre s'il s'assemble avec la technique dite à l'anglaise, c'est-à-dire avec la technique du gabarit. Si vous le savez, écoutez, dites-le en commentaire, je ne sais pas, sinon je vous laisse faire vos propres recherches. Alors, voilà ce qu'il en est de l'Angleterre et de la naissance, entre guillemets, de ce passe-temps. Et comment est-ce que tout cela va arriver aux États-Unis? Voilà ce qui va maintenant nous intéresser. Alors, tout simplement, dans ce qu'on appelle à l'époque, le Nouveau Monde, eh bien, les colons anglais. Fin 17e, milieu 18e, les colonies anglaises se créent dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde et rejoignent notamment sur place certaines colonies qui viennent de Hollande ou d'Allemagne, et je pense aux colonies... les Amish, les Ménonites par exemple, qui sont des colonies protestantes qui fut à cette époque-là la persécution religieuse. Tout ce monde se retrouve dans ce qu'on appelle donc le Nouveau Monde, ce qui va devenir plus tard les États-Unis. Alors là, j'ai beaucoup lu sur la question. Certains pensent que ce sont les Anglais qui ont pris la technique, notamment au Amish, la technique du patchwork et de certains motifs et du quilting. Donc, certains historiens pensent le contraire. Ce qui est sûr, c'est que, et ça paraît évident, c'est que les diverses communautés ont ramené leurs différentes techniques, notamment d'Europe est venue la technique du matelassage, et les Anglais ont rapporté d'autres techniques, et au contact des uns ou des autres, les choses se sont bien entendu développées.
Et même si c'est de manière différente, je pense notamment aux communautés Amish qui ont développé un art extrêmement riche au niveau quilting, mais qui répond à des codes bien précis et à leur désir d'uniformité et de modestie qui va avec leur façon de vivre et leur propre sensibilité. Donc cet art va se développer, mais pas de la même façon. Voilà, donc au départ, on mêle le patrimoine des uns et des autres. Comme on l'a vu, suivant les sensibilités, cet art va s'exprimer de façon différente, mais en tout cas, on va tous se retrouver au bout d'un certain temps dans la même problématique, l'approvisionnement en textile. Parce qu'évidemment, pas de production textile sur place, des bateaux qui amènent de l'approvisionnement, qui mettent de longs mois à arriver, quelquefois qui n'arrivent pas. Très vite, on ne va plus être dans le domaine récréatif, passe-temps raffiné, on va être vraiment dans le domaine de la nécessité. Donc on va commencer à tout recycler. C'est pour ça qu'on retrouve des quilts de cette époque qui vont être fabriqués dans des matières extrêmement nobles, hein, de la soie, du velours, des choses comme ça, et tout est récupéré. On a retrouvé des quilts avec des pièces qui ont quasiment la taille d'un timbre-poste. C'est vous dire la nécessité dans laquelle on est et on se retrouve de devoir faire durer. Les choses vont encore s'aggraver avec la guerre d'indépendance, où il va y avoir des restrictions émises par le Parlement anglais, et alors là il y a encore moins de textiles, et alors on est vraiment dans une nécessité absolue, voire dans une pénurie de matières textiles, et vraiment, voilà, faire du neuf avec du vieux, on finit par faire du vieux avec du vieux. C'est quand même paradoxalement à ce moment-là que vont aussi se développer, que va se développer beaucoup de créativité et de motifs qui existent encore à notre époque. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la conquête de l'Ouest? Et on aura quelques mots aussi sur la guerre de sécession, puisque tout ça va se superposer. Qu'est-ce qu'il en est au moment de la conquête de l'Ouest? Eh bien, pendant la conquête de l'Ouest, en fait, on va dire les pionnières se retrouvent dans la même précarité textile. Je pense que le terme peut être utilisé. Précarité textile, oui. Mais pourquoi? Ben, voilà, on part avec les tissus que l'on a. On est souvent déjà très pauvre à la base. Et ensuite, l'approvisionnement en tissu est difficile quand il vous faut plusieurs jours de cheval pour rejoindre une ville qui elle-même est des fois pas bien approvisionnée. Voilà. On est très vite dans la même nécessité. On fait durer, on récupère, on rapièce. C'est toutefois à partir de ce moment-là que vont se créer les plus beaux des motifs traditionnels qui existent encore et qui racontent l'histoire de la conquête de l'Ouest. Beaucoup de ces motifs naissent à ce moment-là. Je pense au motif cabane lodge, cabane de rondin, je pense au motif patte d'ours sur laquelle je vais revenir, mais il y en a d'autres. Et au-delà, c'est patchwork, il y en a des plus simples aux plus travaillés. Parce que pauvreté ne veut pas dire non plus qu'on n'essaie pas de créer quelque chose de joli. Et très souvent, on va y associer des notions, on va y associer des dates, on va y associer des événements, on peut en faire un journal de voyage. Il y a énormément, il y a une richesse à ce niveau-là. C'est absolument fabuleux quand on commence à creuser. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que le patchwork fait partie intégrante D'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes ne sont-ils pas une forme de patchwork quand on pense à tous ces États les uns à côté des autres? Oui, mais là, je pense que je dérive. Je dérive. Oui, quand même. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est du patrimoine, il y a une richesse extraordinaire qui est quand même énormément liée à l'histoire de ce pays. Je fais une petite parenthèse concernant les quilts de l'époque. Alors, pareil, on retrouve tous les matelassages. Dans les classes les plus pauvres, on peut matelasser avec des feuilles de maïs, avec du papier, avec des choses comme ça, mais on matelasse aussi avec de la plume quand on en a la possibilité. Voilà, il y a vraiment, on peut retrouver du plus simple au plus complexe, du plus travaillé. Voilà. Chacun va y aller un petit peu de sa patte et vraiment
créer presque son histoire à travers quelquefois son travail de quilting. On mélange la nécessité, mais aussi l'occasion de s'exprimer à travers le quilting. Ça me fait penser à, je vous parlais tout à l'heure des motifs traditionnels. Je vous mettrai des sources en bas qui vont pouvoir vous permettre de les consulter. Je repense moi-même à ma propre lecture des livres de Laura Ingalls Wilder qui raconte, puisqu'elle a vécu la conquête de ces territoires. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse par rapport à Laura Ingalls Wilder. C'est un écrivain à part entière qui n'a pas écrit que la très célèbre série de livres. Je n'évoquerai pas la série télé, je n'ai rien contre, mais les livres n'ont rien à voir. Elle a écrit aussi énormément d'autres choses. Elle a écrit pour les journaux, elle a écrit... voilà, elle était écrivaine à part entière et elle a notamment parlé de tout ça. Et je me rappelle avoir lu plusieurs fois un passage où elle attend pour pouvoir jouer dehors, mais sa maman lui fait recommencer son motif de pattes d'ours. Et moi, dans mon imaginaire, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un dessin de pattes d'ours. Et j'ai compris donc récemment, en faisant mes recherches là, que ce motif de pattes d'ours est en fait un motif traditionnel de quilting de l'époque, qui effectivement évoque bien la patte d'ours, hein, je vais vous mettre une photo, mais qui n'a rien à voir avec ce que mentalement je m'imaginais. Je simplifie énormément ce que je suis en train de vous dire, et comme je l'ai dit, je peux aussi faire des erreurs. Alors, c'est aussi à cette époque-là que naissent ce qu'on a appelé les bequilting, c'est-à-dire le rassemblement de femmes qui, pour passer leur soirée et passer du temps ensemble, se réunissaient pour travailler sur de très grandes pièces. C'est quelque chose qui existe encore, ça. En référence à une ruche et peut-être le bourdonnement du bavardage de ces femmes, je ne sais pas, mais en tout cas certainement des moments très agréables où il était possible de se retrouver, d'échanger, et sûrement des moments extrêmement importants, surtout dans des régions qui étaient relativement isolées. Comme je l'ai dit, c'est encore quelque chose qui existe. Qu'est-ce qu'il en est de la guerre de sécession et quel rapport, me direz-vous, avec le quilting? Il manque une petite partie de la vidéo. Je vous expliquais que les quilts codés étant sujets à caution, je ne me positionnais pas sur la question, même si j'avais un avis. Alors, a priori, lors de la guerre de sécession, et de manière à aider les esclaves en fuite, certains quilts auraient été cousus avec des motifs leur permettant d'obtenir des informations. Vous pouviez avoir des motifs codes qui vous indiquaient donc la direction du nord, hein, bien entendu, les points de ralliement, les endroits où un esclave en fuite pouvait dormir, pouvait se ravitailler, vous voyez, ce genre de choses. Les quilts comportant ces messages ou ces codes étaient ou auraient été exposés comme on expose un quilt en train de sécher sur une corde à linge ou sur une palissade. Voilà ce qu'il en est des quilts codés. Comme je l'ai dit, je vous laisse faire vos propres recherches sur la question. Ce qui est certain, c'est qu'au moment de la guerre de sécession, et puisqu'on se retrouve bien sûr avec une crise de production de coton, dans les États du Nord notamment, on se rassemble également de manière à joindre les fournitures, non, le tissu que l'on a, de manière à créer de grands quilts qui seront vendus au profit de l'armée, en soutien à l'armée. C'est ce qu'on appelle les Civil Wars, qui existent encore. D'ailleurs, certains fabricants de tissus à patchwork produisent encore des gammes pour créer des quilts patriotiques. Alors je précise que les Civil Wars sont ensuite devenus ce qu'on appelle donc les quilts patriotiques, qui sont utilisés notamment pour célébrer la fête de l'indépendance qui a lieu le 4 juillet aux États-Unis.
vous l'aurez compris, le quilt fait vraiment partie intégrante de l'histoire des États-Unis, et même dans un domaine comme celui-ci, comme le domaine de la guerre de sécession, le quilt a encore un rôle à jouer. Il peut servir à certains moments de monnaie d'échange suivant la valeur qu'ont certains ouvrages. Qu'en est-il du quilting justement par rapport aux esclaves? Ont-ils ou non pratiqué cette technique? La réponse est oui. Je vais d'ailleurs vous mettre une photo. Alors à ce moment-là, évidemment, ils sont dans la même nécessité d'économie et de récupération. Donc leurs ouvrages sont des ouvrages extrêmement simples. C'est quand même un art textile qui va se développer ensuite dans les communautés, dans ces communautés, et qui vont finir par être élevés aussi au rang d'art textile. Mais ça sera beaucoup plus tard. Mais il y a aussi un héritage très très riche dans ce domaine-là au niveau des communautés noires américaines. Alors, vous l'aurez compris, le quilting fait vraiment partie, donc comme je l'ai dit, partie intégrante du patrimoine et de la richesse des États-Unis. C'est un véritable objet de famille dans certains cas. On le travaille quelquefois sur plusieurs générations, on se le transmet, on y ajoute des dates d'une génération à une autre. Ce sont de véritables œuvres d'art pour certains. Il y a bien entendu tous les motifs traditionnels qui sont travaillés, réutilisés, certaines techniques particulières qui sont bien utilisées, bien spécifiques. On est vraiment dans un véritable patrimoine textile. Alors évidemment, comme dans tout, il y a des choses très simples et il y a des choses très compliquées. Et c'est un véritable motif d'expression aux États-Unis. Beaucoup de quilts sont utilisés pour soutenir des causes, pour... J'en oublie la moitié parce que j'ai découvert une telle richesse au niveau patrimonial que je ne peux pas me souvenir de tout. Je vous donne vraiment les grandes lignes. Si le sujet vous intéresse, je vous engage vivement à creuser sur la question. Voilà pour ce qu'il en est des États-Unis. Nous allons maintenant voir comment la technique est arrivée en France. Alors même s'il existait en France, comme on l'a vu, certaines techniques comme le piqué, certaines choses, un certain travail dans ce domaine-là, la technique arrive vraiment des États-Unis. Alors quand est-ce qu'elle arrive vraiment en France? En tout cas fait une entrée très remarquée dans les années 70. On est post-68, on est en plein mouvement... j'allais dire hippie, mais au-delà du mouvement hippie, il y a tout le mouvement du renouveau, du désir de faire main, de fabriquer de ses propres mains, de rejeter la société de consommation, de produire, donc de refaire du neuf avec du vieux. Alors on n'est pas dans la pauvreté, mais on est vraiment dans le désir de créer. Et dans les années 70, c'est l'explosion de tout ça. Alors moi-même, je suis née en 70, et j'ai connu une partie de cette époque-là, puisque le mouvement a quand même perduré. Et quand j'étais jeune, je me souviens très très bien de la nombreuse documentation qui existait, des journaux. Je pense au journal Sans idée, qui est un must en la matière, mais je me rappelle de livres que possédaient mes parents, enfin tout autour de moi et dans mon environnement et dans beaucoup de personnes que l'on côtoyait dans ces années-là. C'était vraiment, toutes ces techniques ont été mises non seulement au goût du jour, avec beaucoup d'autres, je pense au tissage, je pense à beaucoup de choses. C'était vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'importance à ce moment-là et qui s'est développé. Alors, c'est quand même une technique qui s'est quand même relativement essoufflée. Elle n'a plus l'essor qu'elle avait dans les années 70 notamment, mais c'est une technique qui a toujours continué à perdurer de façon artistique ou pour créer des objets de loisirs créatifs. Je pense notamment aussi au magazine de Marie-Claire Idé qui propose régulièrement des ouvrages en motif de patchwork. À partir du moment... Le patchwork, ce n'est pas que des carrés assemblés. À partir du moment où vous assemblez des pièces, quelles qu'elles soient, pour former un motif, pour former un... Voilà, et que vous retaillez dedans, ou vous en faites ce que vous voulez, mais que c'est fait à partir de morceaux assemblés, mais vous faites du patchwork.
Vous pouvez aussi superposer les méthodes, y mêler de l'appliquer. Il y a énormément de possibilités, de choses, et de tout temps, quand même, les magazines créatifs ont continué à faire perdurer ces pratiques-là. On en voit un renouveau très important. Je pense que vous n'avez pas manqué de le voir si vous avez été dans les salons créatifs. Le modern quilting, donc le quilting moderne, qui est légèrement différent, qui utilise souvent qui est monochrome souvent, qui utilise des blocs beaucoup plus grands. Il y a des choses très très intéressantes dans ce domaine-là, et c'est quelque chose qui est de nouveau en plein essor. Alors, est-ce qu'on peut faire du patchwork avec tout et n'importe quoi à notre façon? Est-ce qu'il est important de respecter ou pas? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce qu'il est possible de faire en patchwork? Alors, j'ai envie de dire que comme dans tous les domaines, l'important c'est quand même de se faire plaisir. Évidemment, si on a envie d'être, j'aime pas trop employer le terme puriste, mais si on a envie de respecter quand même ce qui est très traditionnel, de respecter des codes, des méthodes de façon très pointue, c'est notre choix. Voilà, ça peut être le choix de certains et c'est très bien. Si on veut beaucoup de rigueur dans un art, voilà. Mais on peut aussi le pratiquer de diverses façons et y trouver du plaisir, même si on ne va peut-être pas respecter certaines techniques, certaines méthodes. Moi, en tous les cas, c'est ce que je pense. Je pense aussi que si on s'attache, en tout cas c'est mon cas aussi, à être vraiment trop dans le désir de la rigueur, ça finit par bloquer tout ce qui peut être quand même créatif. Donc j'ai presque envie de dire que tout est possible à partir du moment où vous y trouvez du plaisir, et ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire. On va retrouver la même chose dans le domaine de l'utilisation du tissu. Est-ce que dans le patchwork, on peut utiliser tout et n'importe quoi? Si oui, comment et pourquoi? Et est-ce qu'on peut utiliser des tissus neufs ou des tissus spécifiques? Si oui, et pourquoi? Les deux choses ont leur raison d'être. Et c'était aussi ça dont j'avais envie de parler. Je vais faire une toute petite parenthèse, hein. Je suis une spécialiste des parenthèses, vous aurez remarqué, pour vous raconter ma première expérience avec ce que j'ai appelé à l'époque du patchwork, mais que je sais maintenant n'en était absolument pas. Je devais avoir 20-25 ans et j'avais très envie d'avoir une housse de couette en patchwork. Je n'avais pas les moyens de m'acheter une housse de couette, ça je m'en souviens très bien. Je me suis dit, je vais faire avec les moyens du bord, et j'ai fait alors totalement à ma sauce, hein. J'ai pris 2 draps, et sur le drap du dessus, en fait, j'ai assemblé les uns à côté des autres, tout un tas de carrés de tissu de récupération. Il y avait absolument tout et n'importe quoi. J'ai posé les carrés sur le drap, et j'ai tout assemblé, sans même les superposer, les uns à côté des autres, par un zigzag à la machine. Je sais maintenant que ça se rapprochait bien entendu beaucoup plus de la technique de l'appliquer. Mais ça donnait un effet de patchwork. Est-ce que j'ai respecté des règles? Est-ce que j'ai respecté des codes? Est-ce que j'ai été rigoureuse? Non, absolument pas. Toujours est-il que cette housse de couette m'a procuré beaucoup de plaisir, non seulement à la faire, mais je l'ai conservée pendant des années. Voilà un exemple que je voulais vous donner pour vous dire qu'il était possible de créer sans forcément respecter des choses bien précises. C'est bien de le faire si on en a envie, mais il n'y a rien de mal à ne pas passer par des choses trop rigoureuses si c'est aussi ce dont on a envie. Comme je l'ai dit, ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo d'un patchwork que m'a fait Heidi, qui est totalement... je veux dire, elle a aucune connaissance en la matière. Elle me l'a offert il y a 2 ans. Je le garde précieusement. Vous verrez par vous-même qu'il est loin d'être parfait. Les carrés ne sont même pas alignés. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Non, absolument pas. Bonjour. On va maintenant évoquer le domaine du tissu. Alors maintenant, on va parler du tissu. Est-ce qu'il faut ou non avoir un tissu spécial patchwork, et pourquoi est-ce qu'il existe des tissus spéciaux patchwork? Je vais déjà vous expliquer très brièvement le pourquoi d'un tissu spécial patchwork.
un tissu patchwork est un tissu qui est toujours de qualité supérieure. C'est toujours un tissu qui est en 100% coton, mais en coton de qualité supérieure, qui va donc utiliser les fibres les plus longues et les fibres les plus fines du coton. Quel est l'avantage d'utiliser ce genre de fibres pour les tissus? Tout simplement, vous obtiendrez un tissu qui ne boulochera pas. Plus la fibre est longue, plus la fibre est fine. Vous comprenez bien que dans une trame de tissage, plus les fibres sont longues et moins elles vont boulocher. Il va vraiment falloir très longtemps avant que le tissu commence à boulocher un peu, puisque la fibre est longue, la fibre est fine, elle est maintenue dans la trame du tissu. Ça va vous faire une trame beaucoup plus dense. Quand vous achetez un tissu qui est de qualité plus médiocre, j'aime pas non plus employer ce terme parce que par nécessité, et moi-même je le fais, il m'arrive d'utiliser des tissus qui sont de moindre qualité et c'est ainsi. C'est juste, je vous donne juste une information, il n'y a pas l'ombre d'un jugement. Hein. Quand vous avez affaire à un tissu qui est de moins bonne qualité, voilà le terme qui me paraît plus adapté, quand vous le lavez, des fois une fois, deux fois, et qu'il se couvre de bouloches, c'est tout simplement que les fibres étant courtes, les fibres n'étant pas fines, les fibres ressortent très rapidement, ressortent de votre tissu, et bien entendu par frottement, forment une petite bouloche. Voilà. Donc quand vous avez un vêtement que vous lavez une fois, deux fois et qui bouloche, vous savez que ce qui a été utilisé pour le faire, ce sont des fibres de coton de très médiocre qualité. Donc le tissu à patchwork est toujours fabriqué à partir de fibres longues, de fibres fines, de manière à avoir un tissu qui soit d'exceptionnelle qualité. Autre particularité des tissus à patchwork, c'est la façon dont il est tissé. Le fil de trame est légèrement, j'allais dire tordu sur lui-même, c'est pas le mot m'échappe, mais il est fait de telle manière qu'il va avoir un mouvement de souplesse. Alors il a plus de densité au centimètre carré, mais la façon dont il est tissé, le fil de trame est torsadé, voilà c'est le mot que je cherchais, va faire que ce tissu va avoir la faculté de revenir sur lui-même et lui créer une forme de souplesse. C'est pour ça que le tissu patchwork est totalement utilisable aussi en habillement, parce qu'il a de la souplesse alliée à une qualité exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que je vous présente des vêtements, j'essaye de vous présenter des vêtements qui sont fabriqués dans ces tissus-là. Faites attention si vous achetez du tissu à patchwork pour faire un vêtement, étant donné qu'il s'agit de la norme anglo-saxonne qui est en 110 cm de lèse, la lèse fera 110 cm, regardez bien sur votre patron la mention qui est faite. Ce n'est pas marqué sur tous les patrons. J'ai fait des vérifications, j'ai vu que notamment chez Direndou, il mentionnait, voilà, quand c'était une lèse en 110. Mais faites attention, il faut toujours bien entendu un petit peu plus de tissu quand vous avez une lèse en 110. Quelles sont les autres particularités du tissu patchwork? Alors c'est un tissu qui ne déteint jamais, il faut le savoir. Il est traité de telle façon qu'il ne déteindra pas. Vous pouvez donc assembler vos tissus en couleur avec des tissus qui sont blancs et vous aurez un tissu, il n'y aura jamais de dégorgement de couleur entre elles. Voilà. Donc vous l'aurez compris, le tissu à patchwork est un tissu de qualité supérieure pour les raisons que je vous ai évoquées. Alors, pourquoi l'utiliser pour un patchwork? Alors, est-ce que pour un patchwork, on utilise ou pas du tissu à patchwork? J'ai envie de vous dire que ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Il est évident que si vous voulez vous lancer dans un ouvrage dit patrimonial, avec des tissus d'exception, c'est-à-dire un ouvrage que vous avez peut-être le désir de transmettre, un ouvrage d'une qualité exceptionnelle qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi au niveau émotionnel et sentimental, et j'allais presque dire que c'est presque supérieur à l'investissement temps. Il est évident que quand ça vous est possible, il est bien de privilégier des tissus qui vont avoir une durée de vie exceptionnelle. Mon fournisseur de tissus les appelle d'ailleurs de très belle façon des tissus héritage.
héritage, comme son nom l'indique, parce que ce sont des tissus qui vont vraiment durer dans le temps et conserver une qualité et un côté qualitatif à votre ouvrage. Quoi de pire que s'investir dans un ouvrage en temps et de le voir se déliter parce que vous n'aurez pas utilisé les bons tissus, parce que votre tissu va dégorger, parce que vous n'aurez pas utilisé non plus le bon fil, que le fil de matelassage va casser, voyez. Si vous êtes vraiment dans une logique de produire quelque chose d'exceptionnel, j'allais presque dire, c'est un petit peu comme pour un repas, mais il faut utiliser j'ai perdu mon mot. J'ai vraiment perdu mon mot. Vous m'aurez compris. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout en train de prêcher pour ma paroisse parce que moi-même, je vends des tissus qui sont des tissus à patchwork, à quilting. Non, pas du tout. Parce que je suis juste en train de vous donner une information. Est-ce qu'on peut faire un quilting ou un patchwork avec des tissus de récupération? Oui, oui et oui. Si on veille à respecter certaines règles. Par exemple, que tous vos tissus aient un certain usage et aient été lavés déjà plusieurs fois de manière à ne plus risquer de rétrécir, voilà quelque chose qui est important. Pour la même raison, vous assemblez différentes sortes de tissus, ils n'ont pas été lavés, certains sont neufs, d'autres ne le sont pas, vous lavez, certains rétrécissent, certains ne vont pas rétrécir, est-ce que vous imaginez l'investissement et vous retrouvez avec un ouvrage qui va être gondolé ou qui... Voilà. Donc oui, on peut utiliser des tissus de récupération et c'est même très bien, très très bien. Ça dépend vraiment, mais vraiment ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Si vous veillez à respecter certaines règles, même qualité même qualité si c'est possible, quoique moi j'ai déjà fait des choses avec des qualités de tissus différents. Veillez à ce que tout ait déjà été lavé et relavé et ne pas mélanger du neuf avec du vieux pour éviter de faire tirer sur les pièces. Voyez ce genre de choses. Voilà. Vraiment, vraiment, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Ça va dépendre de l'esprit dans lequel vous êtes. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais tout est possible à partir du moment où vous allez... je suis en train de me répéter, hein, je crois. Je fatigue à cette vidéo. Voilà, je pense que vous aurez compris qu'il existe des gammes d'excellente qualité. Si on veut les utiliser pour certains types d'ouvrages, c'est très bien. Si on peut le faire, c'est très bien. Si on est dans le désir de faire des ouvrages avec des tissus déjà usagés ou des tissus qui ont même une histoire, mais c'est très bien aussi. C'est très très bien même, j'ai envie de dire. Tout est possible. Si vous prenez la peine, comme je vais un petit peu me répéter, de respecter certaines règles de manière à vous éviter des déconvenus. Hein, comme je l'ai dit, attention à la qualité de fil pour le matelassage, de manière à ce que le fil soit suffisamment résistant. Attention au fil qui va servir à coudre, de manière à ce qu'il ait aussi une durée de vie qui va correspondre à votre désir de faire durer ou pas votre ouvrage. Et attention, bien entendu, au choix des tissus et à l'assemblage de certains tissus. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des différentes techniques et méthodes et motifs? Il y en a pléthore. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Il existe d'ailleurs la méthode Crazy, qui, comme son nom l'indique, vous faites ce que vous voulez. Différentes sortes de pièces assemblées, voilà. Faites ce que vous voulez. Il en existe beaucoup. Je vais juste vous en évoquer une qui, moi, m'intéresse en ce moment, c'est le motif séminole. Vous cousez ensemble des bandes de tissu. Une fois que vous avez formé une étoffe avec ces bandes de tissu, vous redécoupez en diagonale. Et c'est l'assemblement de ces diagonales qui va vous créer un motif, notamment le célèbre motif arlequin. C'est quelque chose là que j'ai envie d'essayer de creuser. Donc vous l'aurez compris, je vous ai vraiment parlé du patchwork, non seulement pour vous intéresser à cette méthode, mais pour vous essayer de vous intéresser à la richesse de cette méthode et à tout ce qu'on peut y mettre. J'ai envie de dire, mais mettez-y de vous-même, créez quelque chose qui vous ressemble à votre façon. C'est vrai qu'il est bien de respecter des motifs, et d'ailleurs, quand ces motifs font partie peut-être de l'histoire de votre pays ou de votre propre histoire, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très chouette aussi. Tout
tout est possible. Il y a vraiment une grande richesse au niveau patrimonial et au niveau histoire, et histoire peut-être même de votre famille, que vous pouvez transmettre de cette façon. Et c'est aussi ce côté de transmission, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Alors, je suis quelqu'un qui suis passionné d'histoire, et notamment de généalogie, alors vous pensez bien que tout ça m'a beaucoup parlé. Mais au-delà de ça, je trouve que nous entrons aussi à une époque où la valorisation des restes de tissu est aussi très importante. Je vais revenir quand même au tissu patchwork, juste très vite. Quels sont les pays producteurs de tissu patchwork? Alors sans surprise, hein, les États-Unis, l'Angleterre en partie, certains autres pays, le Japon. Énormément de tissus pour le patchwork et pour le quilting viennent du Japon. Voilà les principaux. Il y en a d'autres, hein, je pense notamment au tissu Tilda. Il y en a d'autres aussi mais ce sont vraiment les principaux producteurs de tissus à quilting, de tissus à patchwork. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé de trop. Je ne vais pas vous cacher que j'ai répété tellement de fois cette vidéo. Alors, pendant un certain temps, j'avais fini par la connaître par cœur, mais là, je suis tellement fatiguée de la refaire. Vous voyez que je ne vous cache rien. J'ai fini par m'embrouiller. Alors, j'espère qu'au montage, ça va aller. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Peut-être que j'ai fait hérisser les poils des bras de certains qui connaissent vraiment le sujet. Et si c'est ça, j'en suis désolée, je m'en excuse. J'ai pas la prétention d'être une spécialiste en la matière, ni au niveau historique. J'ai partagé ce que j'avais trouvé comme information et je vous mets les sources. Et j'ai vraiment partagé dans un but de partager avec plaisir. Et oui, vraiment dans un but de partage et sur un sujet qui me passionne quand même. Il est fort probable que je creuse le sujet du boro et notamment le shashiko m'intéresse aussi, mais c'est très probable aussi que je revienne vous en parler. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je vais faire le montage de cette vidéo. J'espère la sortir relativement vite. Je reviendrai dans tous les cas vers vous début du mois de février pour vous donner un petit peu des nouvelles de la boutique, voir un petit peu comment les choses tournent plus ou moins, les nouveautés par rapport à l'organisation et à certains changements, enfin un petit peu tout ça, et puis bien entendu le quotidien et un petit peu les coulisses que je partage aussi avec beaucoup de plaisir. J'envisage aussi de faire une petite vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer un peu comment j'ai organisé le nouvel atelier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je remercie beaucoup ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et qui ont pris, je l'espère, du plaisir à m'écouter. Je vous dis à très bientôt.